Ce soir, il sera question de Local 58. Une œuvre d'horreur, en réalité alternée, qui détourne les codes de la télévision pour construire un malaise lent et durable. Local 58 est ce que l'on appelle un ARG, c'est-à-dire un jeu en réalité alternée, imaginé par Chris Straub, un nom qui vous est peut-être déjà familier, notamment parce qu'il est également à l'origine de Candle Cove. Une histoire devenue suffisamment marquante pour être ensuite adaptée en série télévisée sous le nom de Channel Zero, et dont l'univers s'inscrit ici dans une petite chaîne de télévision locale située dans le comté de Mason, en Virginie occidentale. Un territoire qui, par ailleurs, est aussi celui auquel on associe traditionnellement la légende du Mothman. Sans attendre davantage, il faut donc accepter un certain inconfort, se laisser porter par ce qui va suivre et entrer directement dans le vif du sujet. Le premier programme que l'on découvre porte le titre « You are on the fastest available route ». Et comme c'est le cas au début de la plupart des épisodes, un guide des programmes apparaît brièvement à l'écran, ce qui nous permet de situer l'heure de diffusion et de comprendre à quel moment de la nuit ce programme est censé être diffusé. On remarque par exemple qu'à 0h05 est programmé un film de minuit, tandis qu'à 1h55 débute un créneau de téléachat dont le titre semble progressivement effacé. Un détail important, car il suggère fortement que ce que nous regardons ici se déroule pendant ce créneau précis. Même si par la suite, les indices seront moins explicites, il faut garder cette idée en tête. Lorsque l'horaire est ambigu, le téléachat est généralement la clé. Proceed to the highlighted route. Continue on Holbrook Park Drive. La transmission, au départ, ne présente rien d'inhabituel, puisqu'elle montre simplement les images d'une caméra embarquée, filmant un homme au volant de sa voiture, traversant une zone urbaine sans particularité apparente, jusqu'au moment où quelque chose commence à déranger. Lorsque le GPS se met à répéter inlassablement la même phrase, encore et encore. You are on the fastest available route. Autrement dit, vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Turn left onto Merritt Parkway, then take the on-ramp to Highway 114 North. Progressivement, le décor change. La route devient de plus en plus isolée. Il n'y a plus aucune autre voiture, plus aucune habitation, plus même de véritables chaussées, alors que le véhicule semble s'enfoncer dans une zone boisée et totalement déserte. Et c'est à ce moment précis qu'une nouvelle instruction du GPS tombe, encore plus étrange que les précédentes. Continue on unnamed road. Then, in 300 feet, turn off your headlights. Le conducteur obéit, et même si l'image ne montre rien de clairement identifiable, le son suffit à faire comprendre que la situation dégénère, que quelque chose ne va pas, que l'homme panique, tente de s'échapper, avant que la voiture ne soit détruite, qu'une flamme apparaisse brièvement à l'écran et que la diffusion ne s'interrompe brutalement. À ce stade, plusieurs questions surgissent naturellement. Comment une telle vidéo peut être diffusée à la télévision ? Que vient-il réellement de se passer ? Et surtout, pourquoi sommes-nous en train de regarder cela sur YouTube, sachant que quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, tout ce qui va suivre ne fera qu'empirer. Le programme suivant porte le titre Contingency, et d'après l'horaire affiché à l'écran, il est alors 3h du matin, c'est-à-dire le moment précis où la diffusion régulière de la chaîne s'achève, avant que l'image ne bascule immédiatement vers un message d'alerte d'urgence nationale. Suivi sans transition par l'hymne national américain, puis par un communiqué officiel au ton solennel.
Le message diffusé affirme alors que les États-Unis ont été vaincus par une force dont l'origine n'est jamais précisée. Et la situation est décrite comme si grave que la diffusion insiste lourdement sur la nécessité pour les citoyens de se préparer eux-mêmes tout en maintenant ce qu'elle appelle l'esprit américain. Si le discours peut sembler relativement vague au départ, il devient très rapidement beaucoup plus précis, puisqu'il donne des instructions détaillées sur la manière d'adopter ce qu'il appelle la position de victoire, tout en précisant explicitement que les forces de l'ordre se chargeront de faire appliquer ces directives si les citoyens ne s'y conforment pas volontairement. Juste avant que le message ne se termine, une dernière phrase apparaît à l'écran. Les nourrissons et les animaux domestiques sont les plus petits patriotes. L'ensemble est profondément terrifiant, mais également remarquablement efficace dans la manière dont il installe une angoisse durable. Après cela, il semble que la chaîne locale 58 reprenne le contrôle de la diffusion, affirmant que tout ce qui vient d'être montré n'était en réalité qu'un canular, une fausse alerte, sauf que presque immédiatement après, un tampon apparaît à l'écran, venant contredire directement cette tentative de justification. Il est important de préciser ici que beaucoup de personnes pensent que l'esthétique de guerre froide et les thèmes abordés indiqueraient que l'histoire se déroule durant cette période. Et même si cette interprétation n'est pas complètement absurde, elle est néanmoins incorrecte. Car au début de cette diffusion, on voit clairement des astronautes américains planter le drapeau sur la Lune. Et à la fin, le message est signé par Lyndon B. Johnson. Deux éléments qui ne peuvent absolument pas coexister dans une chronologie située à la fin des années 50 ou au début des années 60. Après cela, le programme suivant s'intitule Weather Service. Et en observant attentivement les horaires affichés à l'écran, on distingue plusieurs émissions prévues à la suite. Public Eye, Paid Programming, City Council Minutes et Focus on Face. Ce qui, comme cela a déjà été évoqué, laisse fortement penser que nous nous situons encore une fois dans un créneau de téléachat. Hypothèse qui reste la plus cohérente pour comprendre à quel moment cette diffusion a lieu. Tout comme Contingency, Weather Service débute par une alerte d'urgence, à la différence près qu'il s'agit cette fois-ci d'une alerte météorologique, ce qui, en soi, ne devrait rien avoir d'inhabituel. Jusqu'au moment où le message apparaît clairement à l'écran et ordonne sans ambiguïté. Do not look at the moon. Autrement dit, ne regardez pas la Lune. Il s'agit immédiatement d'une consigne extrêmement étrange pour une station de télévision, en particulier dans le cadre d'une alerte officielle. Et pourtant, la situation devient rapidement encore plus troublante. Car alors que l'on tente de comprendre ce que cela peut bien signifier, le message change brutalement de direction et affirme désormais l'exact opposé, encore et encore, en lettres capitales. Et le langage employé n'ont plus rien à voir avec ceux du message initial. Et ce constat brutal donne l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal à l'intérieur même de la diffusion. Il devient alors intéressant de noter qu'une véritable lutte semble se jouer sous nos yeux, comme si une force tentait de pousser les spectateurs à sortir et à lever les yeux vers la Lune, tandis qu'une autre cherchait désespérément à les en empêcher, leur ordonnant de rester à l'intérieur, loin des fenêtres, et de ne surtout pas regarder vers le ciel. Le programme suivant est le plus court de toute la série, et il porte le titre de Station ID,
se contentant d'indiquer que la station émet sur la fréquence de 476 MHz. Une information qui peut sembler totalement anodine sur le moment, mais qui prendra toute son importance par la suite. À cela s'ajoute une nouvelle série de messages, directement dans la continuité de Weather Service, avec des phrases qui commencent presque à devenir familières. Look away. Regardez ailleurs. It doesn't matter. Cela n'a pas d'importance. There are other receivers. Safety in numbers. La sécurité est dans le nombre. À ce stade, ce type de message commence à s'imposer comme une sorte de norme au sein des diffusions de Local 58. Immédiatement après, nous entrons dans ce qui est probablement la séquence la plus directe et peut-être la plus dérangeante de toute la série Local 58. Un programme intitulé Show for Children, dont l'horaire de diffusion indique qu'il est suivi par Community Roundtable, Focus on Culture, puis par les informations locales du matin. Un détail qui, d'un point de vue horrifique, donne l'impression que ce retour à la normalité est incroyablement lointain, presque hors d'atteinte. La diffusion prend alors la forme d'un dessin animé, mettant en scène un personnage déjà connu de l'univers de Chris Straub, nommé Kay Diver, dans un épisode intitulé A Grave Mistake. Dès les premières secondes, un détail peut facilement passer inaperçu. La lune est visible en arrière-plan, observant Kay Diver tandis qu'il marche, affichant un sourire inquiétant. Très rapidement, il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un programme destiné aux enfants. Une impression renforcée lorsque Kay Diver découvre une créature étrange dans une seconde tombe, dont l'apparence sera évoquée plus tard. Et à partir de ce moment, le ton change radicalement. Kay Diver est visiblement terrorisé, et la lune affiche désormais une expression de pur mépris. Kay Diver pénètre ensuite dans une troisième tombe, qui ressemble davantage à un tunnel, au bout duquel il découvre une quatrième tombe dans laquelle il s'allonge. Apparemment pour se cacher, avant de rester immobile au fond de celle-ci, jusqu'à ce que cela se produise, marquant ainsi la fin du dessin animé. Si cette fin est difficile à comprendre visuellement, voici ce qu'il se passe. La lune passe au-dessus de la tombe de manière extrêmement réaliste, presque photographique, et tue Cadaver au fond de celle-ci. Un détail d'autant plus important que Cadaver respectait précisément la position des 3 F mentionnés plus tôt dans Contingency. Allongé, immobile, face vers le haut. Et pourtant, malgré le respect strict de cette consigne, il meurt lorsque la lune passe au-dessus de lui. Cela confirme 2 éléments essentiels. Premièrement, la lune présente une menace immédiate. Et deuxièmement, ne pas la regarder est absolument crucial. Le programme suivant s'intitule A Look Back, et il commence comme une rétrospective tout à fait classique consacrée à la chaîne Local 58, avec des images d'archives et un ton qui au premier abord semble presque nostalgique, comme si l'on revenait simplement sur l'histoire et l'identité de cette petite station locale, avant que l'ambiance ne change progressivement pour rejoindre celle de Weather Service, à travers l'apparition de messages de plus en plus cryptiques. Un de ces messages est particulièrement important, puisqu'il affirme clairement « We send signals to their domain ». Autrement dit, nous envoyons des signaux dans leur domaine. Cette phrase fait directement écho à ce qui était mentionné dans Station ID, lorsque l'on apprenait que la station émettait sur une fréquence de 476 MHz. Un détail qui peut sembler anodin, mais qui devient crucial lorsqu'on comprend que les MHz correspondent précisément aux fréquences utilisées pour transmettre des ondes dans l'espace. Lorsqu'il est dit que nous envoyons des signaux dans leur domaine, puis que la diffusion s'interroge sur le fait qu'ils puissent ajouter leur leurre, cela renvoie directement à l'idée que les stations de diffusion humaines pourraient ne pas être les seules à émettre, et que certaines des transmissions que nous observons pourraient ne pas provenir de nous. Le programme suivant est sans doute le plus dérangeant de toute la série.
mais aussi l'un des plus importants pour comprendre ce qui se joue réellement. Il porte le titre Really Sleep. En observant les horaires affichés, on constate que la seule plage possible correspond à 15 heures. Ce qui signifie que nous sommes ici face à une diffusion de l'après-midi. Au départ, mis à part une musique de fond particulièrement oppressante, tout semble relativement normal, puisque l'on a affaire à ce qui ressemble à une émission éducative classique. Le programme commence par une section intitulée Mythes contre faits, expliquant que les rêves seraient inutiles, qu'ils relèveraient d'un esprit primitif, et qu'ils n'auraient aucune véritable valeur, avant d'enchaîner sur quelque chose appelé le Claytman, présenté comme une théorie scientifique affirmant que les rêves provoqueraient un sommeil agité, et qu'il faudrait donc les éliminer. Une pseudo-science évidente, mais exposée avec un sérieux profondément glaçant. Vient ensuite une partie intitulée Introducing Your Anti-Dream. Avant que le programme ne se poursuive avec une seconde phase. Puis une troisième, au cours de laquelle il est demandé au spectateur de répéter mentalement une phrase précise. C'est à ce moment-là qu'apparaît une série de messages subliminaux et qui rend ces messages particulièrement terrifiants. C'est le fait qu'ils ne peuvent ni être lus à voix haute, ni analysés consciemment, mais qui peuvent en revanche être perçus, enregistrés et conservés par le cerveau sans que l'on en ait réellement conscience. Puis, soudainement, le programme s'achève sur ces mots « Good night », comme si rien d'anormal ne s'était produit. La diffusion se termine enfin sur une dernière consigne. « Do not see a doctor », autrement dit, ne consultez pas de médecin. Après Real Sleep, Skywatching. Encore une fois, en observant les horaires affichés au début, on constate que Skywatching est un programme diffusé à minuit, suivi d'une réunion du conseil municipal, puis de téléachat, ce qui signifie que normalement nous serions censés regarder ce téléachat, mais puisque Skywatching dispose de son propre créneau clairement identifié, il est logique de considérer que c'est bien cette émission que nous sommes en train de voir. Dès les premières images, le style change radicalement, puisque la diffusion prend l'apparence d'une vidéo amateur, presque maladroite. Et pourtant, malgré ce côté brut, tout semble encore relativement normal. Le vidéaste filmant simplement le ciel nocturne, montrant la ceinture d'Orion puis d'autres constellations, comme on pourrait s'y attendre dans un simple enregistrement d'astronomie amateur. Mais tout bascule au moment où la caméra est dirigée vers la Lune et qu'un titre apparaît à l'écran. His Throne, autrement dit, son trône. À mesure que la caméra s'approche, quelque chose devient évident. Il y a quelque chose de profondément anormal à la surface de la Lune, qui, au lieu de ressembler à un paysage rocheux et inerte, prend l'aspect d'une masse presque vivante, d'où semblent émerger des sortes de tentacules charnus, tandis que la poussière lunaire est aspirée vers les cratères, comme si la Lune respirait, comme si quelque chose respirait à l'intérieur. La caméra se déplace ensuite, révélant une structure étrange, composée de plusieurs cercles ou bâtiments visibles depuis la Terre, menant à une immense formation triangulaire située au fond d'un cratère. Et face à cette vision, la caméra recule brusquement. Une alarme retentit. Le vidéaste entre alors dans le champ, se place face à la caméra, s'agenouille et s'incline devant la Lune, tandis qu'un mot apparaît à l'écran. Rejoice, autrement dit, réjouissez-vous. Et c'est ainsi que Skywatching se termine. Digital Transition est à première vue l'un des épisodes les plus calmes et les plus anodins de toute la série. Et c'est précisément ce qui le rend profondément inquiétant.
vidéo se présente comme un message institutionnel parfaitement banal, annonçant la transition définitive de la télévision analogique vers le numérique. Avec un ton neutre, pédagogique, presque rassurant, comme si Local 58 s'adressait une dernière fois à ses spectateurs pour leur expliquer une simple évolution technique. Mais dans le contexte de tout ce qui précède, cette banalité devient glaçante. Depuis le début de la série, la télévision analogique était le dernier espace de lutte. Un média imparfait, instable, traversé de parasites, de coupures et d'erreurs, mais aussi d'un média humain, encore capable de transmettre des avertissements, des alertes, voire des tentatives désespérées de résistance. Digital Transition annonce la fin de cet espace. La loi fédérale prévoit de lourdes sanctions civiles et pénales pour la réception non autorisée de fréquences analogiques, autrefois attribuées à la télévision hertzienne. La réception analogique non autorisée constitue un crime passible d'une peine maximale pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ou d'une amende pouvant atteindre 150 000 $. Les autorités américaines comprennent alors que cette force extérieure utilise la fréquence analogique de la chaîne locale 58 pour diffuser ces messages étranges. Afin de mettre un terme à ces transmissions clandestines, elles contraignent la chaîne à abandonner l'analogique au profit du numérique. Une transition que Local 58 refusait jusque-là. Un refus étonnant puisque la transition numérique est officiellement achevée aux États-Unis depuis 2009. En 2021, maintenir une diffusion analogique relève donc de l'anomalie. Et Local 58 s'y accrochait, invoquant des raisons techniques, budgétaires ou peut-être autre chose. Et c'est ainsi que se termine cet épisode. Close est le 10e épisode de Local 58, diffusé le 31 octobre 2022. Il s'agit d'une présentation spéciale et de l'épisode le plus long de la série, avec une durée de 29 minutes et 44 secondes. Il se déroule après la transition de la chaîne vers le numérique. L'épisode prend la forme d'une diffusion en direct, consacrée à une mission spatiale officielle, menée par le Space Aeronautics Regulatory Oversight, SARO, nommée Close. L'objectif est d'envoyer une sonde, composée d'un orbiteur et d'un module d'atterrissage, vers un astéroïde classé comme potentiellement dangereux, 57 838 Eidolon. Découvert en 2006, Eidolon ne présente pourtant aucune menace immédiate pour la Terre et devrait rester sur une orbite stable pendant encore plusieurs siècles. Sa surface est mal connue en raison de sa rotation rapide et de ses propriétés lumineuses. Mais certaines ombres lui donnent parfois l'apparence d'un crâne humain, ce qui lui vaut les surnoms de Face in Space ou Comet Skull. La diffusion alterne entre données scientifiques, modélisation 3D et photographie amateur de l'astéroïde. À environ 1 minute 30 de l'atterrissage, une anomalie apparaît. Une porte se dessine à l'intérieur d'un immense cratère. Une fois le module posé, la structure s'avère réelle, dotée d'une poignée et d'une serrure.
Lorsque la porte s'ouvre, le signal vidéo se dégrade brutalement, puis le module est violemment éjecté de la surface des Eidolons. La transmission s'interrompt. L'épisode se termine sans explication officielle. NSSA 3 Atypical est le titre d'une vidéo non répertoriée mise en ligne sur la chaîne YouTube de Local 58 le 7 novembre 2021. La vidéo dure 58 secondes, une référence directe à Local 58. Elle débute par de la neige en noir et blanc, avant de basculer vers une vidéo et un son fortement dégradé, dans lesquels apparaissent par moments l'identifiant de stations locales 58 des années 2000, ainsi que ce qui semble être des visages, dont un crâne. La vidéo se termine à nouveau par de la neige. La description associée indique « Ne pas diffuser, usage interne uniquement ». À ce jour, la signification du titre comme celle du contenu de la vidéo demeure inconnue. L'épisode se déroule après le passage de la chaîne locale 58 au numérique. Une grille de programme nocturne est affichée, annonçant la diffusion à 22h d'un programme de 1977, intitulé Nightwalk, suivi de 25 minutes de téléachat à partir de 22h50, avant que la chaîne ne cesse d'émettre à 23h15. Après un bref dysfonctionnement de l'identifiant visuel de la chaîne, Nightwalk débute. Les seuls crédits indiquent que le programme a été produit par OHL Studio Pictures et narré par Jack Lloyd Shaw. La narration de Shaw présente Mason County, en Virginie occidentale, comme une région associée aux histoires de fantômes depuis plus d'un siècle, dès sa fondation par des missionnaires, et comme le foyer de ce qui est largement considéré comme certainement l'une des villes les plus hantées des États-Unis. Le phénomène de The Woman in Profile se distingue toutefois du folklore local classique par sa montée soudaine en notoriété après qu'un journal local a révélé son existence, en 1961, à la suite d'un rapport de police mentionnant une apparition plus tôt cette année-là. Les autorités de Lasker City ont enquêté sur cette femme en tant que personne d'intérêt, celle-ci ayant été présente lors du meurtre de l'étudiante Anna Birch, survenu le 13 juin 1961 à Maple Grove University, dans la ville voisine d'Itcher Falls. Les témoins décrivent la femme comme fixant le ciel sans jamais détourner le regard, continuant à marcher ainsi en s'éloignant des autres, avant de disparaître dans l'ombre. Depuis cette première apparition, la silhouette d'une femme d'environ 1m80 aux cheveux courts, visible uniquement de profil gauche et regardant le ciel au crépuscule, a été observée plus de 20 fois à travers Mason County. Le programme est brutalement interrompu. Peu après, les images filmées au caméscope, datées du 24 novembre 1996 à 19h31, sont diffusées. Elle montre The Woman in Profile dans une clairière. Lorsque le caméraman tente d'attirer son attention et de lui demander si elle va bien, une lumière éclaire brièvement la silhouette, révélant sa véritable nature, une créature aux membres multiples soudés entre eux, aux yeux lumineux. La caméra montre ensuite le caméraman tentant de fuir, avant que l'image ne se fige sur une porte surgissant de manière totalement anormale au milieu des buissons. L'image figée de la créature réapparaît, tandis qu'un texte se superpose à l'écran. Un prédateur ne fait pas la différence entre une proie et un complice. La sécurité est dans le nombre. Puis la transmission s'interrompt. À ce stade, il est naturel de se poser plusieurs questions, de chercher à comprendre ce que tout cela signifie, ce que nous venons réellement de regarder, et ce que représentent ces visages, ces messages et ces images. Mais avant d'aller plus loin, il est important d'écarter une interprétation extrêmement répandue, puisque presque toutes les vidéos consacrées à Local 58 expliquent les événements par une seule réponse, les extraterrestres. Selon cette lecture, tout serait dû à des aliens. Les créatures seraient extraterrestres,
les phénomènes également. Et l'histoire s'arrêterait là. Une explication que je trouve personnellement trop facile, profondément ennuyeuse et surtout incorrecte. D'autant plus qu'elle est devenue si commune que le créateur lui-même s'en amuse publiquement sur les réseaux sociaux. À mon sens, Local 58 ne parle pas d'extraterrestres au sens classique, mais bien d'autre chose, car la véritable menace semble être la Lune elle-même. Ceux qui sont familiers avec les récits de H.P. Lovecraft connaissent le concept d'horreur cosmique, parfois appelé horreur eldritch, qui désigne des entités même dépassant totalement la compréhension humaine. Des formes de vie qui ne respectent aucune logique biologique connue, et aucune échelle compréhensible. Et même si je n'aime pas particulièrement comparer des œuvres entre elles, ce que représente la Lune dans Local 58 peut être rapproché des Brother Moons de Dead Space 3. Selon cette interprétation, la Lune de Local 58 serait une entité vivante et consciente, capable d'influencer ce qui se passe sur Terre. Tout du moins, quelque chose de vivant à l'intérieur de la Lune exercerait cette influence. Et l'une des raisons pour lesquelles je penche pour l'idée d'une créature enfermée, plutôt que pour celle d'une Lune vivante en tant que telle, réside dans la manière dont elle est désignée dans Skywatching, puisque le vidéaste parle de son trône, et non de lui ou d'elle, suggérant ainsi que la Lune pourrait être une coquille, ou même un œuf contenant quelque chose à l'intérieur. Si l'on suit cette théorie, la chronologie devient beaucoup plus claire, car lorsque les États-Unis ont renvoyé des astronautes sur la Lune à la fin de la course à l'espace, certains amateurs d'archives savent qu'il existe environ 11 minutes de communication manquante lors de la mission Apollo 11. Des transmissions qui n'ont officiellement jamais été rendues publiques. Et dans l'univers de Local 58, il est possible que les astronautes aient découvert quelque chose à l'intérieur de la Lune. Un contact qui aurait provoqué la colère de la créature. À partir de ce moment-là, celle-ci aurait commencé à envoyer des messages vers la Terre, des messages captés par les ondes radio, exactement comme cela est évoqué dans A Look Back, lorsqu'il est question d'envoyer des signaux dans leur domaine. Car si nous envoyons des signaux dans l'espace, il est logique qu'une entité capable de les percevoir puisse nous répondre de la même manière. Progressivement, cette influence s'intensifie. La créature commence à affecter la psychologie humaine, interférant avec la technologie en You are on the fastest available route, en modifiant le comportement du GPS, incitant au de masse et à la destruction sous couvert du patriotisme en contingency, en luttant pour le contrôle du signal d'un Weather Service, afin de forcer les humains à la regarder. Son objectif n'est pas seulement d'anéantir l'humanité, mais aussi de provoquer l'adoration, car la panique, l'hystérie et la peur rendent les individus dépendants d'une autorité supérieure. Et si cette autorité devient la seule force restante, alors elle prend la place d'un dieu. La phrase de 51 State is not a place prend alors tout son sens, puisque la Lune n'est pas un territoire ni un lieu, mais bien une chose, une entité. Dans Weather Service, l'ordre de regarder la Lune est présenté comme une invitation, presque comme une promesse. Car regarder pourrait briser l'esprit ou forcer l'adoration. Tandis que dans Show for Children, cette logique est appliquée aux enfants, la peur devenant une autorité, une manière d'imposer une hiérarchie que les enfants comprennent instinctivement. Dans Real Sleep, ce même processus est appliqué aux adultes, puisque la perturbation de la reconnaissance des visages humains fragilise les liens sociaux, isole les individus et rend leurs esprits plus malléables. Et enfin, dans Skywatching, tout est accompli. Les programmeurs ont cédé. La diffusion n'est plus une alerte, mais un rituel. La Lune est filmée, elle est adorée et l'humanité ne résiste plus. Local 58 est ainsi un exemple remarquable d'horreur en réalité alternée, parfaitement maîtrisée. Une œuvre qui récompense l'attention, l'analyse et la réflexion. Et même sans être amateur d'horreur, il est difficile de nier la puissance de ce qui est proposé. Regarder Local 58, ce n'est pas chercher des réponses immédiates. C'est accepter de rester avec des questions. C'est se demander ce qui relève de la fiction, ce qui ressemble dangereusement à un avertissement, et jusqu'où une simple diffusion peut influencer ceux qui la regardent. C'est aussi comprendre que certaines histoires ne livrent jamais de vérité définitive, mais qu'elles existent précisément pour être revisitées, réinterprétées, confrontées à d'autres regards.
Alors le mieux à faire, ce n'est pas de me croire sur parole. Le mieux, c'est d'y aller soi-même, de regarder ces diffusions, d'en absorber le rythme, le silence, les ruptures, et de voir ce qu'elles provoquent, ce qu'elles laissent derrière elles. Peut-être que tu verras les mêmes choses que moi, peut-être pas. Et c'est justement là que Local 58 devient intéressant. Parce que les histoires qui comptent vraiment ne s'imposent jamais. Elles circulent, elles se transmettent. Elles reviennent différemment selon celui qui les raconte. Et quand on y revient, ce n'est jamais pour les mêmes raisons.